Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans les résultats de Yubico pour le deuxième trimestre 2025. Yubico, cette entreprise de cybersécurité qu'on connaît bien, pour sa YubiKey, la clé pour sécuriser nos accès Internet. Leur rapport est sorti mi-août. Alors, l'idée c'est pas juste de lister les chiffres, on va essayer de décortiquer tout ça, de comprendre les dynamiques derrière, la stratégie d'Ubico face à un environnement qui bouge, et puis ce que ça veut dire pour leur avenir. On se base sur leur rapport T2 2025 bien sûr. Oui, et c'est un sujet crucial aujourd'hui. L'authentification forte, c'est devenu vraiment la base, surtout avec les menaces qui évoluent tout le temps. On pense au phishing boosté à l'IA, par exemple. Exactement. Du coup, la capacité d'Ubico à proposer une solution matérielle, solide, eh bien, c'est plus pertinent que jamais, en fait. Bon alors, rentrons dans le vif du sujet. Les chiffres clés de ce deuxième trimestre. Et là, il y a un tableau assez contrasté, on peut dire. Ah oui, Ouais. D'abord, le chiffre d'affaires net. Il est juste sous les 500 millions de couronnes suédoises, les SEK. Et ça, c'est une baisse notable, presque 19% par rapport à l'an dernier. ouch, oui. Ou environ 11% si on ajuste pour les effets de change. Mais quand même, ça interpelle. Effectivement, une baisse à 2 chiffres, ça se remarque. Mais il faut tout de suite regarder l'autre côté. Tout à fait. Parce que, et c'est là le paradoxe, les ventes par abonnement, elles explosent. On parle de plus de 32% de croissance sur un an. Ah oui, quand même. Et ça représente maintenant quasi 16% du chiffre d'affaires total. C'était moins de 10% il y a un an. Donc, la structure des revenus, elle change vraiment vite. Ben voilà, c'est ça le point central de ce trimestre, je pense. Cette bascule vers le modèle d'abonnement, c'est une décision stratégique majeure. Mais bon, ça a des conséquences directes, mécaniques même, sur d'autres indicateurs financiers à court terme. On le voit très bien sur la rentabilité d'ailleurs. L'EBIT, le résultat d'exploitation, donc un indicateur clé de performance, il chute lourdement. Ah oui, ou les chiffres. On est autour de 21 millions de CEK à comparer aux 131 millions du même trimestre l'an dernier. Ah oui, la différence est énorme. Du coup, la marge des buts, elle tombe d'un solide 21% à un peu plus de 4%. Voilà. Et cette chute, elle s'explique en très grande partie par ce changement de modèle, justement. Quand tu vends une licence classique, perpétuelle, le revenu, hop, il est comptabilisé quasi tout de suite. Mhm. Avec un abonnement, ce même revenu, il est étalé sur toute la durée du contrat, souvent plusieurs années. Donc, même si Yubico signe plein de contrats d'abonnement sur le trimestre, ce qui est une bonne nouvelle en soi, Oui, c'est la dynamique commerciale qui compte. exactement. Mais le chiffre d'affaires et l'EBIT qu'on affiche pour ce trimestre précis, eux, ils sont impactés négativement. C'est un effet comptable, avant tout. Faut bien le comprendre. C'est essentiel de saisir cette mécanique, oui. D'ailleurs, d'autres chiffres montrent une dynamique plus positive. Par exemple, le revenu annuel récurrent, l'AR. Ah oui, l'AR. Il mesure la valeur annualisée des contrats d'abonnement actifs. Ça donne une idée des revenus futurs qui sont déjà sécurisés. Et lui, il progresse très fort, plus 37% sur un an. Plus 37%. C'est énorme. Oui, il atteint presque 400 millions de SEK. Tout à fait. L'ERR, c'est vraiment la boussole pour une boîte qui passe au SaaS, au modèle service. Une croissance comme ça, c'est un signal très très positif pour la valeur à long terme de l'entreprise, même si ça se voit pas tout de suite dans le compte de résultat du trimestre, quoi. Regardons aussi les prises de commande, les fameux bookings. C'est la valeur totale des contrats signés sur le trimestre, qu'ils soient facturés tout de suite ou pas. D'accord. Alors, le total des bookings, il a un peu baissé par rapport à l'an dernier, de 7-8% environ. Oui. Et c'est crucial, si on regarde en devise locale, donc sans l'effet de change, là, il y a une petite croissance, presque 3%. Ah, intéressant. Donc la dynamique sous-jacente est meilleure que ce que le chiffre global suggère. Exactement. Et surtout, les prises de commande d'abonnement. Là, ça explose, plus 41%. Plus 41%. Carrément. Elle représente maintenant presque un tiers, 32,3% du total des commandes signées. C'était à peine plus de 21% l'an dernier. La bascule est très nette. On voit bien le contraste donc. Les indicateurs classiques, disons, comme le CA et le BIT, ils souffrent à court terme. En partie à cause des taux de change, ok, mais surtout à cause de cette transition vers l'abonnement. C'est ça. Par contre, les indicateurs qui reflètent vraiment la stratégie long terme, les ventes d'abos, l'ARR, les commandes d'abos, eux, ils montrent une dynamique très très forte. Il y a une vraie traction commerciale en dessous qui est un peu masquée par les chiffres de rentabilité immédiate. Justement, comment le PDG, Mathias Danielsson, il explique tout ça? Il met en avant plusieurs points. D'abord, l'impact très négatif des taux de change. La couronne suédoise s'est beaucoup appréciée face au dollar et à l'euro. Oui, Et Yubico fait 80% de ses ventes dans ces monnaies-là, alors qu'une bonne partie de ses coûts reste en couronne. Donc double peine en quelque sorte.
C'est un vent contraire externe, classique mais pénalisant. Ça complique la lecture de la performance opérationnelle pure, c'est sûr, surtout quand on compare à l'année d'avant. Ensuite, il mentionne un carnet de commandes qui était moins rempli au début du T2. Apparemment, au T1, les commandes signées étaient inférieures aux revenus facturés. Ah d'accord. Du coup, ça limitait le potentiel de chiffre d'affaires qu'il pouvait réaliser immédiatement au T2. Logique, oui. Le CA dépend aussi des commandes passées qui sont prêtes à être livrées et facturées. Et bien sûr, il revient sur le succès et même l'accélération du passage à l'abonnement qui, comme on vient de le dire, reporte la reconnaissance des revenus. Mhm. Yobico admet aussi un certain ralentissement des discussions commerciales en tout début de trimestre, mais il insiste sur une nette reprise vers la fin. Et c'est ça qui a permis d'afficher cette croissance des commandes en devises locales sur l'ensemble du T2. Intéressant cette fin de trimestre plus dynamique. Alors, si on regarde les raisons d'être optimiste qu'il met en avant. Premièrement, justement, cette reprise de la croissance des commandes en monnaie locale et des succès commerciaux importants. Oui, Yubico semble gagner des contrats, marquer des points dans des secteurs très porteurs et exigeants, hein, la high-tech, l'IA, la cybersécurité elle-même, la finance. Le fait que des gros acteurs de l'IA choisissent les YubiKeys pour protéger leur développement, ça c'est une validation technologique super forte. oui, c'est une excellente référence, clairement. Le PDG insiste aussi beaucoup sur la pertinence de la YubiKey, qui augmente face aux menaces actuelles. Il parle de l'IA utilisée par les actquins, bien sûr, mais aussi des failles des systèmes d'authentification liés au téléphone, le piratage de cartes SIM, le SIM swapping, ce genre de choses. Et c'est un argument massu face à un phishing de plus en plus malin qui piège même des gens à vertu, ou face aux attaques qui ciblent les SMS de validation. Oui, qu'on croit sécurisés, mais qui ne le sont pas tant que ça. Exactement. Une solution d'authentification multifacteur, MFA, qui est matérielle comme la YubiKey, qui est découplée du téléphone ou de l'ordi principal, ça offre une couche de sécurité que beaucoup considèrent comme vraiment supérieure. Donc sa valeur perçue, logiquement, elle augmente dans ce contexte. 12e grande raison d'optimisme pour le PDG. Cette percée des abonnements. On l'a dit, il dépasse pour la première fois 30% des nouvelles commandes. Oui, c'est un cap symbolique important. Ce modèle as a service, c'est stratégique parce que ça fidélise les clients sur la durée, ça rend les revenus plus prévisibles. Mhm. Et l'exemple qu'il donne d'un grand client historique dans la tech qui migre toute sa flotte existante vers un abonnement sur plusieurs années et qui en profite même pour étendre son usage, c'est très parlant. Ah ouais. Ça montre que la proposition de valeur de l'abonnement, elle séduit même les entreprises les plus pointues. Et ça s'inscrit parfaitement dans leur axe stratégique Expand pour mieux engager la base installée. Et le PDG souligne un point, ils ont réussi à financer cette transition rapide tout en restant profitables au niveau de l'EBIT sur le T2. C'était pas forcément gagné vu l'impact comptable dont on parlait. Non, c'est vrai, c'est notable. Il mentionne aussi le développement de UB Enterprise Delivery. C'est un service pour simplifier la logistique, l'envoi des clés aux employés peu importe où ils sont. Ah, ça c'est crucial pour accompagner la croissance, surtout avec les grosses boîtes et le travail hybride qui est devenu la norme. Simplifier le déploiement, c'est un élément clé de leur autre axe stratégique, Simplify. C'est bien de voir qu'ils investissent là-dessus. Pour la suite, donc le second semestre 2025, le message est prudent sur l'environnement macroéconomique jugé incertain. Mais en même temps, il y a un optimisme renouvelé grâce à la dynamique des commandes et un pipeline commercial, donc les affaires en cours, qui est jugé solide. D'accord. Ils annoncent d'ailleurs un Investors Day le 19 novembre pour donner plus de détails. Si on creuse un peu plus certains aspects, géographiquement par exemple, les Amériques restent clairement le moteur, quasiment 72% du chiffre d'affaires. C'est tiré par la tech et le secteur public là-bas. Une part qui est même en hausse. Oui, cette forte présence en Amérique du Nord, c'est un atout indéniable pour eux. Par contre, la zone EMEA, Europe, Moyen-Orient, Afrique, elle est en retrait. Sa part dans le CA tombe à 19%. C'était presque 28% l'an dernier. Ah oui, c'est une baisse significative. Le rapport parle d'incertitudes économiques, de décisions d'achat qui sont reportées et de moins de gros contrats signés sur la période. La zone Asie-Pacifique, elle, continue de progresser et atteint presque 9%. Si on regarde le ralentissement en EMEA, c'est clairement un point à surveiller. Le rapport mentionne des signaux positifs comme des nouveaux clients, mais si la taille moyenne des contrats baisse, ça pose question. Est-ce que c'est purement macroéconomiquement sans point en EQA ou est-ce que ça révèle aussi des défis spécifiques pour exécuter leur stratégie d'expansion expand dans cette région? C'est sans doute un mélange des deux en fait. Si on regarde la marge brute, elle reste très élevée, mais elle s'effrite un peu, de 80,3% à 79,1%. La baisse du CA et les taux de change sont les raisons données. Oui, une marge brute qui reste quand même dans le très haut du panier, ça montrait la valeur perçue du produit physique lui-même, de la clé.
Côté dépenses opérationnelles, par contre, ça augmente. C'est logique, c'est le reflet d'une boîte qui continue de grandir. Les effectifs ont augmenté de 15% sur un an, ils sont maintenant 528. 15% de croissance des effectifs en un an, c'est un rythme soutenu, oui. Et les investissements en R&D, recherche et développement, et en vente et marketing sont importants. Respectivement, environ 80 et 213 millions de SEK sur le trimestre. Il y a aussi l'impact des coûts liés au plan d'intéressement à long terme, les LTIP. Ah oui, les plans d'action pour les employés. C'est ça. Ça pèse pour environ 26 millions de SEK ce trimestre. Cette croissance des effectifs de 15%, ça montre bien qu'ils continuent d'investir massivement pour préparer la croissance future, même si ça pèse sur la rentabilité tout de suite. C'est un arbitrage clair en faveur du long terme. Au final, le résultat net du trimestre, lui, chute fortement. Environ 9 millions de SEK contre plus de 100 millions l'année d'avant. Il est aussi touché par des effets de change négatifs sur la trésorerie qu'ils ont en dollars. Décidément, ces variations de change ont vraiment joué un rôle important ce trimestre. Ça a impacté le CA converti, certains coûts et même la valeur de leur trésorerie. Point positif, par contre, du côté de la trésorerie, justement, le flux généré par les opérations reste bien positif à 123 millions SEK. Et surtout, Yubico a une position de trésorerie nette très solide, plus de 900 millions de SEK en caisse à fin juin. Et ça, c'est un avantage énorme. Cette trésorerie abondante, ça leur donne les moyens de financer tranquillement cette transition vers l'abonnement, de continuer à investir en R&D, en personnel, et puis d'absorber les chocs conjoncturels s'il y en a. Oui, ça donne de la marge. Exactement. Quand on voit la croissance de l'ARR à plus 37% et des commandes d'abonnement à plus 41%, on comprend que la stratégie SaaS, elle prend vraiment de l'ampleur. Et cette trésorerie, elle est là pour soutenir ça pendant cette phase où l'EBIT est sous pression. C'est cohérent. Bon, replaçons un peu tout ça dans le cadre plus large de la stratégie d'Ubico. Leur mission, c'est rendre Internet plus sûr pour tous, avec la YubiKey comme produit phare contre le vol d'identifiants qui serait la cause de 8 intrusions sur 10 selon eux. Une mission claire et un problème qui est malheureusement toujours aussi brûlant, oui. Ils ont un historique de croissance assez impressionnant. Un taux de croissance annuel composé, le CAGR, de 40% entre 2020 et 2024. 40% par an en moyenne, c'est énorme. Oui, et ils jonglent avec deux modèles, la vente de licences perpétuelles, l'ancien modèle, et l'abonnement, qu'ils ont lancé en 2020. Et c'est cette cohabitation et surtout la bascule de plus en plus marquée de l'un vers l'autre qui est au cœur de la situation actuelle en fait. En 2024, ils ont fixé des objectifs financiers assez ambitieux pour les 5 prochaines années. Une croissance annuelle moyenne du CA de 25% et une marge d'EBITDA 20%. Ambitieux, oui. Surtout la marge. Pour y arriver, ils ont défini 3 grands axes stratégiques. Expand, gagner des parts de marché, mieux vendre à la base installée, développer les partenariats, Simplify, simplifier la distribution, la livraison, le déploiement, et Evolve, explorer des marchés à côté comme le B2B2C. D'accord. Alors, comment les résultats de ce T2 s'inscrivent là-dedans ? Clairement, le succès fulgurant de l'abonnement, ça coche la case Expand, surtout pour mieux engager la base de clients existante. On peut même imaginer que ça ouvre des portes pour l'axe Evolve plus tard, avec peut-être de nouveaux services autour de cet abonnement. Et la simplification de la livraison, le Yubi Enterprise Delivery dont on parlait, ça rentre pile dans l'axe Simplify. Bien vu. Mais alors, le ralentissement en EMA, comme on l'a dit, ça pose question pour l'axe Expand sur la conquête de nouveaux marchés, non ? Ou est-ce que c'est vraiment juste la conjoncture ? C'est difficile à trancher sans plus d'infos, mais c'est une zone de vigilance, oui, pour l'exécution de cette stratégie Expand. Par contre, les investissements continus en personnel et en R&D, eux, sont totalement cohérents avec l'ambition de croissance à long terme, même s'ils pèsent sur la marge T2. Et ça nous amène au défi principal. Qui est Ce grand écart entre l'objectif de marge à long terme de 20% et l'impact négatif immédiat de la transition vers l'abonnement sur cette même marge, Yubico doit réussir à convaincre le marché que cet investissement dans l'ARR et dans la relation client à long terme, ça créera plus de valeur future et que ça justifie la rentabilité réduite d'aujourd'hui. C'est le pari. C'est le pari. Et leur trésorerie solide est un atout majeur pour tenir le cap pendant cette période. Ah, et on peut aussi noter un point sur la gestion des risques. Le fait qu'ils produisent à la fois en Suède et aux États-Unis, ça limite leur exposition aux tensions géopolitiques ou aux guerres commerciales. C'est un élément de résilience qui n'est pas négligeable aujourd'hui. Très juste. Donc, en résumé, on peut dire que Yubico est clairement dans une phase de transition stratégique intense, avec une accélération très nette vers le modèle d'abonnement. Les résultats financiers de ce T2 sont donc logiquement contrastés. C'est ça.
Des indicateurs de revenus et de profits immédiats qui sont sous pression, mais une dynamique sous-jacente qui semble très encourageante sur les métriques d'avenir, l'abonnement, l'ARR. Et cette dynamique, elle semble portée par des succès commerciaux clés et une pertinence technologique qui se renforce. Exactement, et ça ouvre une question fondamentale pour l'avenir, je trouve. Dans un contexte où les menaces basées sur l'IA se multiplient, où on voit de plus en plus la fragilité d'autres méthodes d'authentification comme celles liées au mobile, quel est le potentiel réel de conquête de marché pour Yubico? Hmm. Leur solution matérielle, elle est largement vue comme l'une des plus robustes, si ce n'est la plus robuste. Mais jusqu'où est-ce qu'elle peut pénétrer un marché où il y a aussi des alternatives peut-être perçues comme plus simples ou moins chères, même si elles sont moins sécurisées? C'est le défi de l'adoption à grande échelle. Voilà. Réussir à trouver le bon équilibre entre l'investissement nécessaire pour capturer ce potentiel énorme et les attentes de rentabilité du marché, surtout dans un climat économique qui reste incertain, ce sera sans doute le défi majeur de Ubico pour atteindre ses objectifs ambitieux dans les années à venir. Une réflexion très pertinente pour conclure cette analyse approfondie des résultats de Yubico. Merci beaucoup pour ces éclairages. Avec plaisir. Et merci à nos auditeurs pour leur écoute.